Donc, je remercie les organisateurs pour leur accueil chaleureux et musical et de m'avoir permis d'intervenir au sujet de l'impact pour le patient des choix du DSM-5. J'ai intitulé cette communication « Le DSM-5 est-il un outil pour le pédopsychiatre contemporain ? Connaître les limites du paradigme expérimental ». Donc, dans la préface et l'introduction du DSM-5, il est clairement affirmé, je cite, « un outil pour les cliniciens, une ressource d'éducation essentielle pour les étudiants et une référence pour les chercheurs ». Donc, mon propos sera de montrer en quoi le DSM-5, selon moi pur produit de la version moderne de l'EBM appliquée à la maladie mentale, tend à promouvoir une psychiatrie focalisée sur l'efficacité à court terme et centrée sur la maladie. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais préciser que le DSM-5 n'est pas seulement une classification, finalement, c'est aussi et surtout une méthode qui hiérarchise les données, une méthode pour synthétiser les données. Pour réaliser le travail de classification, un positionnement théorique a été indispensable. Henri Poincaré disait « On dit souvent qu'il faut expérimenter sans idée préconçue, cela n'est pas possible, ce serait rendre toute expérience stérile ». Donc, comme nous l'avons vu ce matin, les concepteurs du DSM-5 adhèrent à la logique expérimentale de l'evidence-based medicine. Pour rappel, l'evidence-based medicine, dans ses versions modernes, a tenté de répondre à l'affirmation de l'épidémiologiste britannique Archibald Cochrane au début des années 70, selon lequel seuls 25% des décisions médicales reposent sur des faits scientifiquement établis. Donc, pour répondre à cela et nourrir la raison médicale, l'EBM a alors choisi de s'étayer sur le modèle de l'expérience de laboratoire. C'est le choix d'une méthode qui repose sur des définitions sans équivoque et le raisonnement hypothético-déductif. Donc, dans ce modèle expérimental, l'essai randomisé contrôlé, voire mieux encore la méta-analyse d'essais randomisés contrôlés, apparaissent au sommet de la pyramide des preuves scientifiques. Ainsi, selon Xavier Briffaut, que vous avez entendu ce matin, cette logique expérimentale appliquée à la maladie mentale se résume par le postulat suivant. Le patient peut être pensé sous l'angle d'un problème spécifique qu'il a, qui peut être circonscrit et isolé du reste de ce qu'il est et de son contexte. Ce n'est pas ce que pense Xavier Briffaut, c'est ce que pense le BM. Donc, pour moi, c'est le DSM construit. Les pratiques cliniques et l'organisation des institutions se fondent sur des représentations théoriques. Donc, déposer dans les mains des praticiens et des institutions ce choix, cette méthode et donc cette classification influence largement les stratégies de soins. Au-delà du DSM-5 lui-même, c'est le DSM-5 donc construit, livré et accueilli par une communauté scientifique et plus largement une société éblouie par le paradigme expérimental qui risque d'impacter les stratégies de soins, d'où l'intérêt de l'enseigner. Si la communauté souhaite utiliser de tels référentiels, donc il est du rôle du pédopsychiatre d'essayer d'en comprendre les limites, les faiblesses, afin d'ajuster ses pratiques. Alors, quels sont les risques de cette classification et de cette logique pour les patients et les stratégies de soins ? Selon moi, les problèmes sont de 4 ordres. Premièrement, la construction d'une illusion clinique, le trouble isolé, à partir de laquelle on va être extrait des informations impossibles à généraliser en pratique. Deuxième point, c'est la promotion d'un modèle médical discontinu au détriment des stratégies de coordination privilégiant les actions synergiques. Le troisième point, c'est la difficulté à penser le vivant dans son milieu, la dynamique, les transformations, les transitions. Et le quatrième point, c'est la réification des critères positifs et de la raison médicale, on rejoint la question de la schizophrénie tout à l'heure, au détriment donc, de la rencontre thérapeutique et des autres sources de raisonnement. Je vais les reprendre point par point. Donc, premièrement, le problème de l'illusion clinique. Donc, les DSM et le DSM-5 juxtaposent donc, des approches dimensionnelles et catégorielles. C'est l'approche catégorielle qui le fonde principalement. C'est la méthode fondamentale de tous les systèmes diagnostiques médicaux. Elle permet d'organiser, de transmettre assez simplement les connaissances et les savoir-faire. Le DSM-5, lui, aussi suit cette logique. Donc, dans la traduction française de la version précédente, je ne l'ai pas retrouvé dans le DSM-5, il était écrit que les conditions optimales d'une telle approche sont réunies lorsque tous les membres de la classe diagnostique sont homogènes, quand il y a des limites claires entre les classes et quand les différentes classes sont mutuellement exclusives. Bon, dans le domaine de la maladie mentale à l'adolescence, on est vraiment dans l'inverse, c'est-à-dire c'est un domaine où le sujet se présente de manière très protéiforme et où les limites sont très floues.
Donc, en définissant les problématiques à partir d'entités syndromiques isolées, hermétiques les unes par rapport aux autres, le DSM-5 se coupe de la réalité clinique. En tout cas, c'est le risque. Par exemple, en ce qui concerne le domaine de la dépression de l'adolescent, si on regarde les études, au vu des critères d'exclusion des études pharmacologiques, 50 à 90% des adolescents déprimés sont exclus des essais randomisés contrôlés. Il y a des études qui sont allées regarder ça en ce qui concerne les études sur les psychothérapies et qui ont montré que seuls 2% des adolescents participant aux études sur les psychothérapies sont issus de files actives réelles. Donc, les autres sont recrutés autrement. Donc, dans ces conditions, quelle est la valeur des résultats obtenus et de leur généralisation pour la décision en pratique clinique? Bon, pour modérer ce propos, on note que le DSM-5 ne reprend pas avec autant d'affirmations que le DSM-4 cette affirmation et cette volonté de décrire des entités homogènes et excluantes. Donc il se présente même officiellement comme une version de transition qui esquisse des changements. Donc dans les versions précédentes, finalement, l'approche dimensionnelle se limitait à la variation d'intensité à l'intérieur d'une même catégorie. Le DSM reste dans cette logique, hein, mais il essaie de faire quelques changements. D'abord, il regroupe un peu les chapitres les uns par rapport aux autres selon une logique de dimension internalisée, externalisée, donc qui tente de suggérer des ponts entre les différentes catégories, en fait. Il efface aussi parfois un peu plus la limite entre normal et pathologique. Je peux reprendre l'exemple du trouble d'utilisation de substances. C'est plus vraiment la dépendance, mais la dépendance, l'abus ont disparu pour le trouble de l'utilisation de substances. On pourrait dire que ça peut être utile si on est face à un adolescent consommateur de cannabis. Bon, s'il peut me dire, voilà, je ne suis pas dépendant, mais bon, est-ce qu'il y a quand même un problème avec l'utilisation du cannabis? Est-ce que ça va poser problème? Donc ce diagnostic-là peut être une manière d'entrer en relation et puis d'essayer de l'amener à penser sur sa pratique par rapport à la substance. Donc avoir un travail relationnel avec lui. Donc il limite aussi l'inflation de la catégorisation en limitant les sous-catégories, les subtypes, et il introduit la notion de specify, en fait, des spécifications qui sont en fait des formes de sous-types, mais qui sont compatibles les uns avec les autres, donc finalement qui commencent à dresser des ponts. Par exemple, le sous-type anxieux de la dépression, enfin voilà, vient un peu amener du lien entre dépression, trouble anxieux, voilà. Donc, cependant, cette esquisse de changement ne remet pas en question la logique des entités excluantes qui dominent la classification. En outre, on reste dans un mode de compréhension qui oppose logique catégorielle trop isolante à la logique dimensionnelle susceptible d'entraîner une inflation de la pathologie. Donc, cette opposition reste valable. J'essaierai de revenir après. Le deuxième point, c'est que le modèle expérimental du DSM-5 amène à promouvoir des actions qui se focalisent sur des cibles spécifiques, des temps et des espaces restreints. Donc, concernant les soins à l'adolescence, finalement, ça donne qu'on va promouvoir, malgré certaines connaissances que l'on a, des actions ciblées sur un trouble spécifique, par exemple, actions ciblées sur le risque suicidaire, sur la dépression ou le risque dépressif, malgré la fréquence finalement très large des comorbidités, 90% des comorbidités dans une dépression, et le principe de multifinalité qui est en fait le fait qu'un même facteur de risque peut amener tous les troubles. Voilà, donc pourquoi avoir une logique spécifique? On va aussi promouvoir des actions ponctuelles et sur le court terme, par exemple le groupe de formation aux habiletés sociales, aux habiletés parentales dont on parlait ce matin, donc sur quelques séances, alors qu'on sait que les troubles s'inscrivent dans la chronicité et les facteurs de vulnérabilité sont très précoces, donc pourquoi avoir cette logique-là? Le troisième point, c'est les actions qui appréhendent le sujet de manière très isolée, malgré l'importance des facteurs environnementaux essentiels à l'âge, notamment de l'adolescence, si je reste sur cet exemple. Donc finalement, des actions aussi qui sont pensées de manière très discontinue. On saucissonne donc la formation, le dépistage, le diagnostic, le traitement, l'observance du traitement, alors qu'il a été démontré, et ça a été montré par des études, que finalement c'est la cohérence de ces actions les unes ensemble, les unes avec les autres, qui amène réellement un effet ou une effectivité. Donc l'exemple typique, c'est l'imprégnation profonde de ce modèle. C'est qu'en France, la séparation institutionnelle entre l'INPES pour les préventions, la HAS, diagnostic, traitement, voire même l'ANAS, médicaments,
Donc le problème n'est pas ici de nier l'intérêt d'une spécialisation, mais de souligner que dans le cadre de la maladie mentale, la puissance de chaque intervention est tellement faible prise isolément, que ce soit une stratégie de dépistage, un psychotrope, que finalement, ça n'a pas de sens de la penser de manière isolée, comme on pourrait peut-être le faire avec des antibiotiques, où on sait que si on arrose tout le monde, on va peut-être ça va créer d'autres problèmes, mais en tout cas, on va être efficace. Là, un antidépresseur, il va être utile si on le donne au bon moment, avec des stratégies synergiques psychosociales associées. Donc, un autre exemple donc, dans le domaine de la pharmacothérapie est qu'il existe un écart fort entre la manière de prescrire des médecins généralistes en particulier, qui prescrivent lorsque s'accumulent les comorbidités, dépression, anxiété, agressivité par exemple, alors que finalement la dépression simple ne pose de problème à personne et n'amène pas de prescription, alors que les études suivent toutes des logiques catégorielles centrées sur le trouble. Donc il existe des données sur les antidépresseurs dans la dépression simple en fait, mais il n'existe aucune donnée sur l'intérêt des antidépresseurs dans des dépressions associées à des comorbidités, ce qui est 90% de cas associés à des comorbidités, ni de données sur l'intérêt des autres molécules non antidépresseurs, par exemple des hypnotiques, des anxiolytiques, dans le cadre de la dépression. Donc une autre méthodologie pourrait être utilisée, dite centrée sur la substance ou sur l'effet de la substance sur le psychisme, comme on disait ce matin. Ça pourrait amener en tout cas des informations complémentaires, seulement ce type d'approche n'est pas du tout promu dans la recherche. Un dernier exemple, c'est celui des stratégies de prévention et de dépistage. Donc de nombreuses approches ont été menées avec une approche ciblée sur la dépression ou le suicide de manière ponctuelle, hein, c'est les formations aux habiletés sociales, donc sans même parler de son efficacité. Donc pourquoi cette logique ciblée apparaît largement promue donc, quand on fait une recherche, si on croise dépression, prévention, sur un moteur de recherche, on va tomber sur plein d'outils pour diagnostiquer de manière ciblée la dépression, mais on va ne jamais trouver donc, des approches, par exemple la supervision d'infirmières scolaires, par exemple, qui serait une approche qui serait dans une autre logique, plus dans la continuité et dans une approche plus globale du sujet. Voilà. Pour moi, ce n'est pas quand même une fatalité. On peut se réjouir, par exemple, d'un changement de stratégie autour de la question des adolescents décrocheurs scolaires, où finalement l'approche adoptée, centrée plutôt sur le sujet, dans son contexte, aurait donné lieu à des coordinations intéressantes entre la scolarité, les soins, voilà, pour peu qu'on ne soit pas en train de créer une nouvelle entité, le décrocheur scolaire, nouvelle maladie. Troisièmement, donc penser le DSM limite la possibilité de compréhension, selon moi, des dynamiques de transformation entre le normal et le pathologique, des trajectoires développementales vers la maladie et au sortir de la maladie, vers la résilience. Donc, nourri de l'épidémiologie descriptive, en fait, le DSM propose des associations de comorbidités et favorise des conceptions figées, exclusives des maladies, où seule la maladie distingue le malade du non-malade. Par contraste, les descriptions dynamiques tentent de décrire comment l'interaction du sujet avec ses trajectoires d'adversité façonne l'individu et son propre environnement, et réciproquement. Ceci serait mieux appréhendé par d'autres méthodologies, donc par exemple les études de biographie, les études de carrière par exemple. Autrement dit, donc si on veut illustrer, lorsqu'on veut étudier le comportement et les motivations des passagers d'un bus, l'épidémiologie descriptive, elle va prendre des photos du bus à chaque arrêt, mais cette méthode ne tient pas vraiment compte que finalement entre le premier arrêt et le dernier arrêt, c'est plus du tout les mêmes personnes qui sont dans le bus. Pour connaître les motivations individuelles, il faudrait avoir une approche beaucoup plus qualitative. Donc si je reviens sur l'exemple des stratégies de dépistage de la dépression ou du suicide, l'exemple, c'est le cas du suicide, c'est finalement on multiplie les stratégies pour aller chercher les personnes à risque, pour leur proposer par des questionnaires, typiquement dans la logique ciblée, on va faire passer des questionnaires dans une classe au tout venant, repérer ceux qui sont à risque, c'est déjà la majorité, plus de 70%, et leur proposer une consultation. Et finalement, on se rend compte que ceux qui vont en consultation sont ceux soit qui sont déjà suivis, soit sont ceux qui ne se suicideront pas. C'est-à-dire qu'en fait, on passe à côté de quelque chose. En fait, en vivant leur trajectoire d'adversité,
non seulement les patients ont développé des idées suicidaires et sont allés vers le suicide, mais en fait aussi ont transformé beaucoup d'autres choses à côté du suicide en eux et dans leur environnement, si bien qu'au moment où apparaît l'intention puis le scénario suicidaire, ils se distinguent des autres beaucoup plus complètement en transformant leur capacité notamment à demander de l'aide et à utiliser l'aide. Finalement, ils ne se distinguent pas seulement par la maladie suicide. Donc on ne peut pas saisir le problème en limitant la stratégie à la dimension suicidaire, et c'est l'ensemble de la situation dans toute sa complexité qu'il faut pouvoir appréhender. Donc le quatrième point problématique, c'est que le DSM, selon moi, en construisant ces catégories sur des critères positifs, donc par exemple le délire, l'hallucination dans la schizophrénie, l'épisode hypomaniaque ou la manie dans le trouble bipolaire, laisse entendre que le problème du diagnostic repose sur la capacité du médecin à objectiver quelque chose qu'il y a à objectiver. C'est la réification, selon moi, de la raison médicale. Ceci pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est que d'abord cette raison médicale ou cette réification se fait au détriment des autres modes de raisonnement. C'est-à-dire en réalité, les situations dans lesquelles le médecin peut s'appuyer sur la raison médicale sont celles qui relèvent de problématiques liées à un trouble isolé, une étiologie monofactorielle, une absence de complexité socio-familiale, un objectif à court terme. Dans ce cas, on peut raisonner de manière hypothético-déductive. Or, dans la majorité des cas, les problématiques psychiatriques sont des problèmes complexes qui demandent à recruter d'autres modalités de raisonnement plus inductifs pour gérer les situations et prendre en compte la valeur, les croyances des patients, le raisonnement psychopathologique, l'environnement socio-familial, l'expérience clinique est recrutée donc, par ce mode de raisonnement. Par ailleurs, la réification de la raison médicale se fait au détriment de la rencontre thérapeutique. Ça rejoint ce que disait Marie Koenig. Je pense que par exemple, la multiplication des centres diagnostiques experts, centre ressources autisme, clinique de la bipolarité, découle un peu de cette pensée-là. Donc ces centres diagnostiques sont utiles pour moi s'ils viennent enrichir la rencontre entre le patient et le clinicien qui suit le patient, mais ils relèvent de la supercherie lorsqu'il s'agit de promouvoir une évaluation ponctuelle à la recherche des signes positifs d'une maladie pour apporter un diagnostic positif censé à lui seul pouvoir définir le traitement. Donc ceci est construit dans le déni que finalement le meilleur outil diagnostique pour améliorer la spécificité du diagnostic, c'est la répétition des consultations et de la rencontre, et que les définitions communes et acceptables ou encore les prises en charge se co-construisent dans la rencontre répétée avec le patient, et qu'il y a aussi des moments stratégiques à provoquer, à saisir pour dispenser des soins. Dernièrement, finalement, cette réification du raisonnement hypothético-déductif de la méthode expérimentale se fait au détriment des autres méthodologies. Prenons l'exemple de celui de l'établissement des critères des niveaux de preuve par les agences de santé. La quasi-totalité des méthodes exposées là relèvent du paradigme expérimental. C'est une bonne méthode, l'expérience de laboratoire, mais il me semble que c'est la question que l'on se pose qui doit déterminer quelle est la bonne méthode à utiliser pour y répondre et pas l'inverse. Voilà, je vais accélérer, je ne vais pas donner un autre exemple. Oui, je termine. Donc on peut résumer ce constat par une phrase d'Henri Poincaré. Au lieu de chercher à concilier l'intuition avec l'analyse, on s'est contenté de sacrifier l'une des deux. Et comme l'analyse doit rester impeccable, c'est à l'intuition que l'on donne tort. Si j'ai encore 2 minutes. Donc, il ajoute par ailleurs que l'idée que les erreurs sont souvent ancrées dans le langage lui-même. Donc, je le recite encore. Chacun porte en soi une conception du monde dont il ne peut se défaire si aisément. Il faut bien, par exemple, que nous nous servions du langage, et notre langage n'est pétri que d'idées préconçues. Seulement, ce sont des idées préconçues inconscientes, 1000 fois plus dangereuses que les autres. Si nous en faisions intervenir d'autres, elles entreront en conflit les unes avec les autres, et par elles, nous forcerons à envisager des choses sous différents aspects. Donc, en mettant en contraste la pensée occidentale et la pensée chinoise, François Julien, et avant lui André Malraux, révèlent les handicaps de la pensée grecque. En effet, la pensée occidentale envisage une nature qui est faite d'entités déterminées, de substances individualisées, parmi lesquelles le sujet agissant se distingue pour agir et produire des effets. C'est une pensée donc, de l'efficacité qui promeut donc, le médecin capable de déterminer des vérités et de les combattre.
Par contraste, la pensée chinoise envisage une nature faite de continuité, où aucune entité n'est figée dans son apparence du moment. Elle contient des potentialités susceptibles de se révéler au gré des transformations silencieuses. L'exemple donné par François Julien, c'est Platon qui décrit la neige comme quelque chose qui n'aura jamais la qualité de chaleur, puisque il a la qualité d'être froide, alors que les Chinois peuvent penser cette transformation de la neige en eau, et donc elle contient potentiellement la chaleur. Donc par opposition à l'acteur occidental, le sage chinois n'agit pas, il régule les choses pour favoriser l'émergence progressive des potentialités. C'est une logique de l'effectivité. Donc je sauterai cette diapositive. Donc voilà, ça peut, ce que je veux dire par là, c'est de proposer que finalement, voilà, essayer de s'enrichir de cette pensée-là, ou en tout cas de prendre conscience des faiblesses du choix de cette méthodologie, peut nous amener à amener voilà, un regard complémentaire issu peut-être d'autres traditions ou d'une autre logique. Donc en conclusion, je dirais que donc je citerai Georges Lanteri-Laura. La plupart des traités de médecine nous montrent qu'ils éliminent d'avance toute discussion éventuelle des théories. Dit-il, sans doute, la médecine est devenue scientifique et dès qu'il s'agit de science, les théories doivent disparaître. Donc le DSM s'inscrit, selon moi, dans une théorie et dans une médecine mentale qui réifie le paradigme expérimental. Ce choix méthodologique est probablement utile, mais il promeut artificiellement certaines orientations théoriques plutôt que d'autres. C'est des orientations vers l'efficacité à court terme, les leviers restreints, dissociés les uns des autres, centrés sur le trouble. Dans le domaine de la maladie mentale, et particulièrement dans le domaine du sujet en développement, l'adolescent, il est utile pour moi de relégitimer les données d'effectivité issues du milieu réel, centrées sur le patient, les substances, les situations, les organisations, et donc qui appellent d'autres méthodologies de recherche. Le pédopsychiatre fonde sa clinique, sa thérapeutique, l'organisation de ses institutions et le développement de sa recherche sur des théories qui apparaissent parfois contradictoires. Donc, il me semble que ce genre de colloque est indispensable pour apprendre à se positionner donc, dans ce rapport à la théorie, afin de permettre des échanges, de justifier de sa pratique, ce qui est quand même quelque chose d'important. Et il me semble qu'un tel outil n'est pas à rajouter, du DSM-5 n'est pas à rejeter de but en blanc, mais qu'il faut savoir le relativiser ou l'utiliser pour qu'il soit utile aux patients. Je vous remercie.